Bonjour à tous, ici Grégory Rosière du Huffington Post et aujourd'hui on fait ce petit Facebook Live pour faire le point sur les nouvelles théories, les dernières théories sur Westworld, dont le dernier épisode de la première saison a été diffusé hier sur OCS. Donc avant de commencer, je préfère vous préciser, il va y avoir des spoilers de partout, donc si vous n'avez pas vu le dernier épisode, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous ne voulez pas savoir, imaginer ce qui peut se passer dans la saison 2, quittez ce live tout de suite. On reprécisera ça plusieurs fois, mais en gros, voilà, il va y avoir plein de spoilers. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu Westworld, coupez tout de suite, on coupe. Si vous avez vu Westworld, donc vous connaissez un peu, je rappelle rapidement l'idée, c'est une série de HBO qui était censée être en quelque sorte le remplaçant de Game of Thrones, qui s'arrête dans 2 saisons. On n'est pas dans du fantastique, on est dans de la science-fiction, on est dans un univers futuriste. Quand exactement, on va y revenir. Où justement il y a une sorte de parc d'attractions qui se passe dans le Far West et où des robots jouent le rôle de personnages non joueurs, comme on dit dans les jeux de rôle sur ordinateur, qui vont justement avoir des interactions, proposer des quêtes aux riches personnes qui peuvent se payer un séjour de 40 000 € la journée dans ce parc. Et donc toute l'histoire se passe là-dedans et dans toute la série, en fait, Jonathan Nolan, qui est le réalisateur, va interroger sur le rapport à la machine et à l'intelligence artificielle. À partir de quel moment peut-on considérer qu'une machine peut devenir un être humain? Et pour faire ça, ce qui est quand même un sujet assez classique, qui a été beaucoup traité dans la littérature et dans tout ce qui est film ou série, avec notamment Ex Machina il y a quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que le scénario est vraiment très bien ficelé, avec des intrigues assez dingues, qui pour beaucoup se sont révélées, notamment au dernier épisode. Mais pour les fans les plus hardcore, les plus fous de la série, qui ont disséqué chaque épisode, chaque petite image, en faisant des arrêts dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait c'était assez clair comme de l'or de roche. Ils avaient compris tout ça bien avant. Et du coup, on va peut-être revenir un peu sur ces différentes théories qui se sont confirmées, qui ont été évoquées il y a déjà plus d'1 mois par les fans. On va aussi parler de la saison 2 parce que là aussi, les réalisateurs de Westworld ont bien joué le jeu en mettant pas mal d'indices dans le dernier épisode, mais aussi ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a plein de petites touches qui permettent de comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer pour la saison 2. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir une discussion un peu interactive. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous vous demandez mais en fait c'est qui ce mec en noir vraiment, Dolores, qu'est-ce qu'elle a vraiment fait, pourquoi Ford a fait ce qu'il a fait à la fin de l'épisode. Pour l'instant, encore une fois, je ne vais pas trop loin parce que je préfère être sûr que tout le monde comprenne. Spoiler! Donc faites attention, si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Westworld, quittez tout de suite ce live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on attend un peu que tout le monde se connecte avant de commencer. Et donc on va y répondre. Ça peut être des questions donc sur la saison 1 si vous n'avez pas compris quelque chose, sur la saison 2 sur ce qui va se passer, ou même sur la philosophie générale de la série, sur ce que vous en pensez, si vous avez des comparaisons à faire. Si vous avez peut-être noté d'ailleurs un détail que vous pensez qui a peut-être échappé aux gens, des choses un peu rigolotes. On va parler, donc pour rappel, les personnages principaux, on a donc Dolores Abernathy qui est un des hôtes, qui est le plus vieil hôte qui a été créé et qui est justement au centre de l'intrigue et de ce principe de prise de conscience des robots et qui interroge sur quelle est l'humanité d'un robot. Il y a bien sûr le Dr Robert Ford qui est le créateur du parc, le co-créateur avec Arnold, dont on va parler un peu plus tard. Il y a Bernard qui est son bras droit en quelque sorte. Il y a aussi les membres du board qui sont un peu les actionnaires qui sont censés encadrer le parc et qui n'aiment pas trop Ford. Il y a aussi Maeve qui est quand même la tenancière du saloon et du bordel et qui arrive pas mal de choses. Et dans les derniers gros personnages, il y a bien sûr William qui découvre Dolores et qui découvre le parc avec son futur beau-frère, et qui est au centre de pas mal de théories, de même que l'homme en noir, l'homme au chapeau noir, qui a l'air d'être quelqu'un qui est vraiment sans cœur et qui cherche quelque chose, il cherche le but du jeu en quelque sorte, parce que c'est aussi toute la métaphore de Westworld, c'est qu'on est sur un jeu vidéo, une sorte de série qui fonctionne un peu comme un jeu vidéo, comme un jeu de rôle, comme les MMORPG du style World of Warcraft,
où les joueurs vont être plongés au cœur d'un univers qui semble réel, avec des personnages qui ne sont pas réels, mais qui vont interagir comme s'ils étaient réels, en proposant des quêtes, en demandant des choses, en faisant en faisant des actions en fait, qui sont toutes prévues dans le cadre de scénarios préécrits par le créateur du parc et par Lee Sizemore, qui est un personnage haut en couleur, et qui vont justement ensuite interagir avec les personnages, les humains, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec, malheureusement souvent les pires choses possibles. Donc je ne sais pas si vous avez peut-être déjà des questions, ou alors sinon on va commencer directement, encore une fois, spoiler, coupez tout, avec la première théorie qui est la plus grosse théorie de toutes, qui est confirmée donc, dans l'épisode 10, qui est les multiple timelines, donc l'idée en fait que tout au long de la série, ce qu'on voyait, ça se passait à plusieurs époques différentes. Donc ça, on l'a bien compris avec l'épisode 10, mais au final, c'était quelque chose que les fans avaient décelé dès les premiers épisodes en réalité. Au départ, on pensait qu'il y avait deux timelines différentes. Et ces deux timelines expliquaient une deuxième théorie qui était très importante. Encore une fois, attention spoiler, je leur dis une dernière fois et ensuite, tant pis pour vous. C'est que l'homme en noir n'est autre que William, 30 ans plus tard. Donc en fait, quand vous voyez l'homme en noir, c'est Westworld tel qu'il dans le présent, avec ce qui se passe à côté quand Ford dialogue avec Bernard ou avec les gens du board. Quand vous voyez Williams, ça se passe 30 ans dans le passé. Il y a plusieurs exemples, je vais juste vous montrer avant d'aller plus loin, quelques petites choses un peu rigolotes que des fans en fait, sur les forums, sur le site communautaire Reddit et aussi sur YouTube ont mis en évidence. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a justement un montage sur YouTube d'un YouTuber qui s'appelle Ranpocalypse, qui s'est amusé à comparer cette scène qui est un trailer de l'épisode 8 ou 9 je crois, où William porte un grand couteau et le fameux couteau que l'homme en noir a pendant toute la saison. C'est le même. De même, et là c'est quand même faux, c'est un point de détail quand même assez précis, la chemise de William et celle de l'homme en noir est la même, alors que précédemment dans les tout premiers épisodes, William n'avait pas cette chemise. Donc tout de suite les fans ont commencé à gamberger, à se dire il y a deux univers parallèles, enfin deux timelines parallèles qui se passent, une il y a 30 ans et une maintenant. Donc ça c'était la première théorie, sauf que très vite il y a des fans qui se sont dit non mais attendez, il y a quelque chose qui cloche, en fait il n'y a pas deux moments qui sont racontés, mais trois en même temps. Pourquoi se sont-ils dit ça? Là encore c'est des fans qui ont repéré une petite chose marrante. Quand vous voyez cette personne qui s'appelle Angela dans la série, ici, c'est le moment où c'est une hôte donc, où elle accueille William. C'est à peu près il y a 30 ans. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vous savez la sorte de sauvageonne qui va justement agresser l'homme en noir quand ils sont dans un campement. Et au milieu, c'est toujours la même personne, mais que l'on voit dans un des flashbacks que Dolores a alors qu'elle se balade dans la ville d'Escalante. Donc là, on se dit il y a trois moments différents où cette personne apparaît avec des sortes de logiques différentes, avec des habits différents, avec un fonctionnement différent. Et ce qu'il ne faut pas croire que les scénaristes soient bêtes, ils ont tout prévu. Ils ont vraiment tout prévu. Et à montrer mieux. Alors, donc vous voyez William, le flashback de Dolores et le temps présent. Donc ça c'est les trois qui ont donné l'idée en fait aux internautes, la première idée qu'il y avait peut-être trois timelines différentes. Et c'est ce qui s'est révélé être le cas, effectivement, il y a bien trois timelines, et les scénaristes ont vraiment joué avec ça. Par exemple, sur cette personne Angela, il faut quand même se rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, quand William arrive dans le parc, il monte un escalator, et il est donc avec Angela, et à un moment il lui demande « mais je croyais que les autres ne pouvaient pas blesser les humains », elle lui répond « seulement ce qu'il faut ». En rigolant bien sûr, comme si c'était juste une blague pour montrer le côté un peu humain des autres. Et sur le moment, on ne comprend pas trop. Et ensuite, 8 épisodes plus tard, quand elle retrouve l'homme en noir, qui est donc William, elle lui prend la tête et elle lui éclate la tête contre un rocher, juste pour l'assommer, pas pour le tuer. Donc il y a une vraie manière en fait pour les scénaristes de répondre un peu de jouer un peu avec les internautes et de leur donner des petits fils pour essayer de dérouler la bobine. Donc ça, c'est les trois timelines. Donc la première timeline, il y a d'ailleurs un post on va publier un article dans quelques heures. Il y a un post Reddit qui a récapitulé toute l'histoire de Westworld, mais d'un point de vue vraiment chronologique. Donc la première timeline, en fait, elle se passe il y a 34 ans. C'est à ce moment-là que Arnold, ça fait
3 ou 4 ans à peu près que Arnold et Ford ont créé leur parc. Il n'y a pas de visiteurs encore, ils sont juste avec une équipe d'ingénieurs, ils ont créé quelques dizaines d'autres dans la fameuse ville d'Escalante, celle avec l'église que l'on voit dans l'épisode final. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Arnold, petit à petit, a commencé à avoir l'impression que Dolores accédait petit à petit à la conscience. Et pour lui faire ce chemin, il a créé donc le maze, le labyrinthe, pour essayer de lui faire un trajet qui l'amène jusqu'au cimetière derrière l'église où elle va prendre conscience normalement. Sauf qu'au final, elle n'y arrive pas. Mais Arnold est persuadé que c'est quelque chose qui va arriver, et pour lui, il ne faut pas ouvrir ce parc aux visiteurs. On est face à quelque chose d'autre. On n'est pas juste face à des robots ou des machines qui sont là pour amuser les humains. On est face à des robots qui prennent conscience et qui deviennent en quelque sorte humains. Donc il demande à Ford d'arrêter, mais Ford n'y croit pas du tout, il ne veut pas, et du coup c'est pour ça qu'Arnold met en place tout ce plan, ce fameux massacre, où il demande à Dolores de tuer tous les autres, et ensuite où il demande à Dolores de le tuer, carrément, voilà, spoiler, on l'avait dit, de tuer Arnold. Ça aussi c'est quelque chose que les fans avaient vu bien avant en fait. Je vous remontre rapidement. Ici, vous voyez sur l'image en bas, on voit Dolores dans un de ses flashbacks où elle a le pistolet pointé sur sa tempe, et elle est en fait derrière les fenêtres où il y a marqué Saloon. Et en fait ce Saloon, c'est exactement celui que l'on voit dans la vision de Teddy quand Wyatt, qui est censé être le gros méchant du scénario, tue le général. Pour faire clair, le général Wyatt n'est autre que Dolores, et en fait c'est Dolores qui a été fusionnée avec Wyatt par Arnold pour devenir un meurtrier qui va être le premier robot à tuer un être humain, en l'occurrence son créateur Arnold. Donc ça c'est il y a 34 ans. C'est le fameux, enfin on pense en tout cas que c'est la fameuse énorme panne technique d'il y a une trentaine d'années dont parle Ford, et qui a failli coûter la vie au parc, et le parc n'a failli pas ouvrir, sauf que justement dans les premiers moments où les premiers visiteurs qui ont pu aller, il y avait William et Logan qui sont venus, et William, du coup, vous avez suivi tout son périple, il a fini par se révéler là-bas, par comprendre quel était le but de Westworld, et il a voulu le poursuivre pendant tout ce temps, et c'est pour ça qu'il a fini par investir et que le parc a pu se maintenir. Donc ça, c'est la deuxième timeline qui se passe il y a 30 ans, donc 4 ans après, à peu près 3 ou 4 ans après la mort d'Arnold. Donc ça, à ce moment-là, donc il y a toute l'histoire que vous avez suivie entre William et Dolores. William finit par se trouver lui-même, même s'il perd Dolores. Et suite à ça, on se doute que petit à petit, comme il le disait plusieurs fois, l'homme en noir, il est revenu dans le parc régulièrement, il a souvent croisé le chemin de Dolores, mais ce qu'il cherchait vraiment, c'était le but ultime du jeu, et au final, ce qu'il cherchait, c'était à ne pas avoir des autres qui ne peuvent rien faire contre lui, mais à avoir un vrai challenge au final. Ce qu'on a à la fin, dans la scène finale, où en fait l'homme en noir se prend une balle dans le bras et comprend à ce moment-là, il a un énorme sourire, je ne sais pas si vous avez bien fait attention à cette scène, qui est un peu le sourire d'un homme qui enfin devient vivant après 30 ans d'atrocité à essayer de chercher quelque chose. C'est un personnage assez torturé, qu'on devrait revoir d'ailleurs dans la saison 2. Parce que pareil, sur la saison 2, il y a plein de choses dont on peut parler si jamais vous avez envie. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez revenir sur un point particulier, si vous voulez parler plutôt d'un autre personnage, n'hésitez pas à nous le signifier, qu'on change. Il y a pas le but, c'est que ça soit interactif, il n'y a pas de problème. Écoute, donc, Grégory, je peux te... Alors bonjour à tous ceux qui nous suivent. Moi, j'accompagne Grégory sur ce live pour lui faire remonter toutes vos questions, et je m'appelle Lorraine. Il y a deux ou trois questions qui portent sur un autre monde. Alors, je sais que ça fait partie des théories que tu as étudiées dans les différents articles qu'on a publiés sur le Huffington Post. Il y a l'utilisateur Stormrave et l'utilisateur Paul Bogas qui demandent s'il va y avoir plusieurs mondes, et si dans la saison 2, ce qu'on a pu apercevoir dans le dernier épisode, à savoir Samurai World, ça va revenir. Alors, c'est la grande question justement qui était... c'était un peu un des trucs qui n'était pas vraiment prévu par les fans de l'épisode 10. Sauf qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient à ces mondes parallèles, parce qu'il faut bien comprendre que Westworld, à l'origine, c'est un film qui date de 1973, qui a été fait par Michael Crichton, donc le créateur du roman Jurassic Park. Et donc il aime bien les parcs, ce mec. Et dans le film original, il y avait donc Westworld, dont est tiré le nom du film, mais il y avait aussi un monde dans la Rome antique, par exemple. Donc il y avait 3 mondes différents. Là, comme vous
vous l'avez bien noté, on voit à un moment, on passe dans le complexe, on voit que c'est très très profond et on arrive à un endroit où il y a des samouraïs qui s'entraînent. Et il y a d'ailleurs un logo, enfin ce qui ressemble à un logo qui a été reconstitué par les internautes qui semble être un S et un W, donc peut-être Samurai World ou Shogun World, peut-être, qui sait. Donc là-dessus, il n'y a rien de clair. Par contre, les indices sont quand même assez flagrants, d'autant plus que quand Maef pose la question à Félix, qu'est-ce que c'est que cet endroit, il lui répond c'est compliqué. Donc ça c'est clairement une des questions qui est en suspens et il y a de fortes chances qu'on entende parler de ce deuxième monde, voire même d'un troisième peut-être, vu qu'il y en avait 3 dans le film original, on ne sait pas. Mais ça c'est un peu justement la grande question. Ça semble évident, enfin, au vu des éléments qui ont été montrés et au vu du passé du film, parce qu'il faut bien voir que la série a pris beaucoup de liberté face au film, mais il y a aussi beaucoup de clins d'œil en fait. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, Ford, ou je ne sais plus qui, explique que pour reconnaître si on est face à un hôte et pas un humain, il suffit de regarder ses mains parce qu'il n'y a pas d'empreinte digitale. Ça, c'est quelque chose qui vient du premier Westworld. Pareil, une des toutes dernières scènes de l'homme en noir quand il est au bar et qu'il a une bouteille de whisky et qu'il boit son verre, c'est une réplique exacte d'un personnage un peu similaire dans le film original où il buvait justement un verre de whisky accoudé à un saline. Voilà pour cette théorie. Alors, il y a d'autres questions. C'est T-Rai qui demande à ce qu'on discute un peu de Ford après cet épisode 10. T-Rai pense que Ford a forcément créé son clone immortel avec sa conscience exhaustive pour les autres saisons. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Grégory? C'est une des grandes théories, justement, sur la saison 2. Juste avant de revenir ça sur Ford, ça me fait penser une petite chose marrante qu'on a repéré, qu'un internaute a repéré. On n'a rien repéré, les internautes sur Reddit sont hallucinants. Sur la scène finale, donc, où tous les anciens hôtes ont été réactivés et viennent pour créer un massacre au niveau du gala. Dans l'épisode 6, il y avait cette scène où on voit Ford attablé autour d'un modèle réduit de ce qui est en réalité le village d'Escalante et ici, ce qui semble être justement une armée. Donc en fait, dès l'épisode 6, le réalisateur nous avait donné quelques indices sur quelle allait être la scène finale de la saison. Je trouve ça assez génial. Pour Ford, c'est une des théories justement. Pour rappel, quand à un moment on le voit dans leur ancien laboratoire où justement Dolores avait ses rendez-vous avec Arnold, il descend là avec comment s'appelle-t-elle déjà, avec Teresa et Bernard, et donc c'est à ce moment-là que Bernard se rend compte qu'il est un hôte et que Ford lui demande de tuer Teresa. Quand elle descend, elle voit qu'il y a une machine qui sert à fabriquer les hôtes. Donc vous voyez cette machine, comme maintenant les hôtes ne sont plus des androïdes avec des circuits électriques, mais on dirait, c'est une sorte d'impression 3D, on a l'impression, ils sont plongés dans un liquide qui va se solidifier pour créer l'hôte, et on voit qu'il y a un hôte qui est en cours de création. Donc une des théories, c'est de dire qu'en fait Ford, avant de mettre en place tout son scénario où il prévoit justement de donner le choix à Dolores de tuer son créateur, ce qu'elle n'avait pas eu à l'époque parce que Arnold l'avait programmé pour le faire. Donc il lui donne le choix, mais avant ça, il réfléchit avant, parce que mine de rien, c'est quand même quelqu'un de très machiavélique, on l'a bien vu, il avait tout prévu depuis le début, il a mené tout le monde en bateau, il a mené Bernard en bateau. Peut-être qu'il a créé un hôte, soit pour le mettre à sa place, et finalement c'est l'autre qui s'est fait tuer et non Ford, ou soit juste pour rejoindre peut-être ses créations aussi. D'autant que les internautes ont noté que la dernière citation de Ford avant de mourir, ce n'était pas justement les joies violentes ont des fins violentes, comme celle d'Arnold, et qui est une sorte de gimmick pour toute la série, mais c'est un autre lien. Il précise que Mozart, Beethoven et Bach, je crois, quand ils sont morts, ne sont pas vraiment morts, ils sont devenus la musique. Donc, est-ce que justement c'est un indice du fait que Ford en réalité s'est créé un double et un peu comme il a fait le double d'Arnold avec Bernard et qui contrevive en tant qu'hôte? Le problème de cette théorie, qui a été beaucoup critiquée quand même sur les réseaux sociaux, c'est que jusque-là, on n'a absolument aucune preuve qu'il est possible de transférer la conscience d'un être humain dans un hôte. On sait que la conscience des hôtes, elle peut être programmée, etc. Mais transférer tout ce qui contient tout ce qui est dans notre tête dans un hôte,
pour l'instant, il n'y a aucune preuve que c'est possible. Parce que même Bernard, en fait, faut bien comprendre que même s'il a le souvenir de son fils qui meurt d'une maladie alors qu'il est encore très jeune, c'est un souvenir qui a été créé par Ford en s'inspirant de la vie d'Arnold. C'est pas Arnold, en fait. Bernard ne sera jamais Arnold. C'est un autre qui a été créé à l'image d'Arnold et auquel Ford a donné un passé qui ressemble à celui d'Arnold. Mais c'est totalement différent. Donc ça, c'est une des grandes questions. Est-ce que Ford reviendra? Pour l'instant, Anthony Hopkins n'a pas précisé s'il allait participer à la saison 2. Par contre, l'homme qui joue l'homme en noir, je ne me rappelle plus de son... Ed Harris. Ed Harris, voilà, a lui confirmé qu'il serait là pour la saison 2. Alors, je fais remonter d'autres questions à Grégory. Il y a beaucoup de participation. Il y a Guillaume Rouleau qui demande qui dit qu'il a très bien compris la timeline de William, qu'il a très bien compris la timeline du présent, mais qu'il ne comprend pas quelle est la troisième timeline. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur ça? Je reviens sur la troisième timeline. C'est vrai que c'est celle qui a le plus posé de problème parce qu'on ne comprenait pas trop et que, en fait, la troisième timeline qui se passe il y a 34 ans est pas très éloignée temporellement de celle de William qui se passe il y a 30 ans. La première timeline, donc celle qui se passe il y a 34 ans, c'est le moment, en fait, c'est tous les moments au début de la séance, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 1, 2, 3 et 4, mais aussi dans l'épisode 8, on voit Dolores parler avec ce qui semble être Bernard. En réalité, elle parle avec Arnold et on ne comprenait pas parce qu'elle était en plein dans des actions au milieu de nulle part. Et d'un coup, paf, elle se retrouve en train d'avoir une discussion où Bernard semblait lui demander comment tu te sens. Tu es très spécial, j'ai envie de tester quelque chose avec toi, de voir jusqu'où ça peut aller. Des fois il hésite, il veut revenir en arrière. En fait, tous ces flashbacks nous montrent ce qui s'est passé il y a 34 ans. Ce qui s'est passé, c'est que Arnold, alors qu'ils sont avec Ford et quelques ingénieurs en train de finaliser le parc, Arnold teste quelque chose. Il a l'impression que Dolores, qui est le premier hôte, peut prendre conscience d'elle-même en fait. Donc il va mettre en place un programme, donc le labyrinthe, et il va faire suivre un chemin à Dolores. Donc Dolores, elle est à Escalante, la ville où il y a le massacre, et il la fait partir pour lui faire suivre un chemin qui est donc une sorte de symbole, de métaphore du chemin intérieur qu'elle doit parcourir pour prendre conscience d'elle-même, qui est symbolisé par ce fameux labyrinthe où elle doit arriver au centre. Et la fin de cette timeline, c'est quand elle arrive justement derrière l'église d'Escalante, au niveau de la tombe, elle creuse, elle trouve le labyrinthe, et là Arnold vient la voir et lui demande « Est-ce que tu comprends le sens de ce labyrinthe ?» Et elle dit « Je suis désolé, mais je ne comprends pas. » Et en fait, ça c'est l'échec d'Arnold, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à prendre vraiment conscience d'elle-même. Elle est beaucoup plus évoluée que tous les autres, mais elle n'est pas encore au point où elle prend ses propres décisions, où elle sort totalement du script. Du coup, à ce moment-là, Arnold, comme Ford le précise dans le dernier épisode, va parler à Ford et lui dire on ne peut pas ouvrir le parc, c'est pas juste des robots, ils sont en train de devenir humains, il faut qu'on arrête tout ça. Sauf que Ford n'y croit pas et en plus l'ouverture est imminente, c'est un projet qui, on suppose, est colossal et a demandé énormément d'investissement, donc Ford ne veut pas y croire. D'ailleurs, il le précise lui-même, je n'ai pas voulu y croire, et il refuse de tout fermer, il préfère continuer à ouvrir le parc. Du coup, la solution d'Arnold pour empêcher ça et pour éviter que les autres qui prennent petit à petit conscience d'eux-mêmes soient enfermés dans un parc où ils vont être tués par des humains sans foi ni loi qui sont juste là pour les violer, pour s'amuser, pour faire n'importe quoi, et ensuite revivre toujours ces mêmes souvenirs. Pour éviter ça aux autres, Arnold a l'idée de programmer Dolores pour qu'elle tue tous les autres et surtout qu'elle tue Arnold, en se disant que une fois qu'elle a fait ça, qu'un robot aura tué un humain, le parc ne pourra pas ouvrir. Au final, ça n'a rien changé, le parc a ouvert. Il était dans une situation très compliquée pendant quelques années, et justement, au bout de 3-4 ans, William et Logan, dont le père a investi dans la société, le père c'est aussi le père de la femme, la future femme de William, celle qui est sur la fameuse photo qui déclenche tout. Donc jusqu'à ce moment-là où ils arrivent et où William tombe amoureux de ce parc et où il va décider en fait de continuer à investir dedans, ce qui va permettre de lancer le parc. Donc c'est ça la troisième timeline. Pour reprendre en fait chronologiquement, on a la création du parc avec Arnold, Ford, Dolores, quelques autres, où Dolores devient en quelque sorte Wyatt et tue tout le monde, y compris Arnold. Quelques années après, 3 ou 4 ans après, on a William qui arrive et qui poursuit sa quête avec Dolores et qui va se découvrir lui-même. Et ensuite, 30 ans après, on a la timeline du présent où tout le reste se déroule, où Maeve s'échappe, où Ford finit par
faire tuer tout le monde, y compris lui-même, par les autres, et où il organise une véritable révolte. Je reviens rapidement sur, au niveau des... Ça va peut-être vous aider sur la temporalité. C'est quelque chose d'assez intéressant de la part de Jonathan Nolan. On ne sait pas quand ça se passe et on n'a aucune vue du monde extérieur, ce qui lui permet en fait de ne pas avoir à se projeter, à imaginer est-ce que dans le monde extérieur, si on dit que ça serait dans 100 ans, est-ce qu'il y aura des voitures volantes ou quoi que ce soit. On est dans un environnement fermé, donc tout est possible. Mais il y a un petit indice. Si vous allez sur le site delosincorporated.com, qui est une sorte de site web fait par les réalisateurs pour les fans. En fait, depuis dimanche soir, le site, avant c'était une sorte de présentation de Westworld, mais aujourd'hui il est tout buggé, on a l'impression, il y a des sortes de... c'est tout brouillé, c'est tout bizarre, et on ne comprend pas grand-chose. Mais si on fouille dans le code source, qu'ont fait quelques internautes, on trouve une vidéo. C'est une vidéo d'une caméra de surveillance qui montre l'évasion de Maeve, et cette caméra de surveillance, au départ, il y avait une date en haut, qui était 2052. Quelques heures après, alors que le post sur Reddit, bien sûr, commence à remporter un succès fou, des centaines de commentaires, des gens qui s'interrogent, parce que tout le monde se demandait quand est-ce que pouvait se passer cette intrigue, la vidéo a été changée et le nouveau post n'indique que des X. Donc, est-ce que c'est encore un indice qui est laissé et ensuite enlevé? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? On ne sait pas trop. Toujours est-il que, du coup, au vu de ces indices, on pourrait croire que la timeline présente se passe en 2052. Ce qui voudrait dire que le moment où William rentre dans le parc, ça serait en 2022, et le moment où en fait Ford, Arnold et Dolores sont dans la première timeline et ont toute l'aventure, la première aventure, et où Dolores tue Arnold, ça sera en 2018, donc l'année prochaine, dans 2 ans pardon. Alors, je vais faire remonter une thématique sur laquelle vous posez beaucoup de questions, c'est sur l'évasion de Maeve. Il y a Rémi qui demande si le technicien qui aide Maeve va s'échapper est lui-même un hôte. Ça, c'est fait partie des pistes qu'on peut explorer ensemble. Et il y a une seconde question qui va t'intéresser, Grégory. C'est Antoine Raillard qui demande... Maeve a en fait suivi un scénario Escape. Ça, c'est un détail qu'on apprend dans le tout dernier épisode. N'est-ce pas l'histoire faite par l'ancien scénariste complice qui travaille en douce pour faire sortir les données du parc? Est-ce que ça aurait un lien, ce scénario Escape, avec la personne qui faisait sortir les données du parc? Ça fait 2 questions. Ça, c'est justement... Je reviens donc sur... Je commence direct par la deuxième, parce que c'est une de celles qui il y a beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que fait Maeve et à quel point est-ce que c'est dirigé. On sait donc qu'elle est... tout son déroulé, tout ça a été scripté en réalité, en tout cas jusqu'au point où elle monte dans le train. Ça semble évident. Ensuite, qui a écrit ça? La théorie principale qui est la plus plébiscitée, c'est que en fait Robert Ford a écrit directement ce scénario, a fait en sorte que Maeve veuille s'échapper, qu'elle du coup elle cède, elle demande à Hector et à Armistice de l'aider, et qu'elle s'échappe en fait en faisant un bordel monstre, parce qu'ils ont quand même tué des dizaines de gardes pour partir. Mais le problème, c'est qu'on se demande jusqu'où ça va en fait. Est-ce que le fait qu'elle se lève du train pour aller chercher son fils, est-ce que ça fait partie du scénario? Il y en a qui pensent justement, c'est le moment où elle se lève du train, si vous re-regardez l'épisode, vous verrez, c'est le moment justement où de l'autre côté, au niveau de ce qui se passe avec Ford et Dolores, est exprimé le fait justement que Dolores en fait a pris conscience d'elle-même. Le moment où elle regarde et en face d'elle sur la chaise, il n'y a pas Arnold, il y a elle-même, donc c'est pas Arnold qui lui donne des ordres, c'est pas la voix d'Arnold qui lui dit quoi faire, c'est pas le code créé par Arnold qui lui dit quoi faire, c'est elle-même qui prend la décision de tuer Ford. Donc peut-être que c'est une manière pour les scénaristes de signifier que Maeve devait aller dans le train, voilà, son scénario était écrit jusque-là, mais qu'au dernier moment, elle a eu cette pulsion, ce besoin d'aller chercher sa fille. Ça, c'est une possibilité. Est-ce que la théorie évoquée, je ne l'ai pas trop vue circuler pour l'instant, mais après, tout est possible. Là, pour le coup, on est sur des ouvertures pour la saison 2, donc on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. On ne sait pas non plus si les scénaristes ont même déjà tout prévu. Est-ce qu'ils se sont juste laissés des portes ouvertes? Est-ce qu'ils ont déjà écrit le scénario plusieurs saisons à l'avance? Ça, on ne sait pas. Sur Félix, alors Félix, c'est un personnage qui... Félix, donc, c'est la personne qui aide justement Maeve, le technicien qui fait, vous savez, qui arrive à faire voler l'oiseau, le petit oiseau qui arrive à le réveiller. Félix, il y a plein de théories sur lui. Au départ, beaucoup de personnes ont cru que c'était un hôte.
il semble que ce ne soit pas le cas, vu que dans le dernier épisode, je ne sais pas si vous voyez, justement, il découvre en fait Félix que Bernard était un hôte, et on le voit, il fait cette tête assez bizarre, et je ne sais pas si c'est une bonne manière pour savoir si on est robot, mais il fait comme ça, il regarde ses mains, et il se rend compte qu'il arrive à les bouger. À ce moment-là, Maëv lui dit, non, tu n'es pas un robot, tu es bien un humain. Donc peut-être que finalement c'est quand même un hôte, on ne sait pas. Peut-être aussi tout simplement que Félix voulait aider Maëv pour une raison bien particulière, c'est juste qu'il se rend compte, ça c'est une théorie qui est apparue il n'y a pas longtemps, il y a un jour sur Reddit, mais qui a attiré beaucoup de commentaires positifs parce qu'elle est aussi très poétique, qui est de dire qu'en fait Félix et Dolores sont les deux antithèses, mais en même temps les deux parties d'un même tout. D'un côté, Félix, il comprend, on a l'impression qu'il conçoit l'idée que un hôte peut être peut-être vivant. Au moment où il fait voler le petit oiseau, on sent ce sourire de joie où on passe d'un état de rien à la vie en réalité. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait Félix aurait voulu aider Maëv, parce que il y a peut-être l'idée tout simplement qu'il a foncièrement envie que les autres soient des êtres qui puissent vivre eux-mêmes, qui puissent vivre de pleine conscience. Et vu que Maëv justement n'est pas comme tous les autres et n'est pas juste programmée, il a l'impression qu'elle est unique, qu'elle est différente, il a peut-être du coup envie de l'aider à faire ça. Et pourquoi on parle de deux antithèses avec Dolores? Parce que Dolores, elle, à l'inverse, elle ne s'éveille pas à la conscience dans le bonheur et en étant heureuse, mais elle s'éveille à la conscience dans la douleur en fait. Tout le chemin justement, c'est ce qu'elle précise quand elle voit Arnold au niveau du cimetière et qu'elle découvre le labyrinthe, elle précise, tout ce chemin ne m'a amené que peine. Et ce qui est intéressant, c'est là qu'on voit que les scénaristes sont quand même, ont vraiment bien travaillé. Dolores, en latin, ça veut dire douleur. Félix, ça veut dire heureux. Voilà pour les deux antithèses. Alors, il y a d'autres questions qui portent un peu sur toute l'aventure de William, Logan, et notamment sur la femme de William. Je reviens à une question de François Vogel qui nous parle de la femme de William, donc qui s'appelle Juliette, dont vous voyez la photo régulièrement revenir dans cette première saison de Westworld. Il dit « La femme de William s'est suicidée peu de temps avant son retour dans le parc. » Son retour du parc, je pense. Est-ce que ce serait parce qu'elle a appris que William avait tué son frère Logan? Si oui, qui le lui aurait dit? Et ça rejoint une question qui a été aussi posée par Alexandre, ou par Logan avec son cheval à Walpé. Ça, c'est une des grandes questions auxquelles, justement, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Il y a effectivement cette théorie comme quoi elle l'aurait su, mais dans ce cas-là, pourquoi et comment? Surtout que, de ce que dit l'homme en noir, le suicide de sa femme a lieu 1 an avant la timeline présente, donc le moment où tout se passe, où Ford et Bernard font tout ce qu'ils ont à faire. Donc ça, c'est seulement il y a 1 an. Alors, comment elle aurait pu le dire? Le problème de cette théorie, pour l'instant, c'est un peu comme les théories d'autres séries, c'est qu'il y a peu d'éléments factuels, de petits gimmicks ou de petits détails qui peuvent nous permettre de comprendre si c'est vraiment le cas. Et c'est effectivement une des grosses interrogations, c'est qu'est-ce que devient Logan? Est-ce qu'il finit par mourir? Ce qui semble assez bizarre, parce qu'il faut quand même comprendre que normalement dans le parc, tout le monde est géolocalisé, tout le monde est surveillé. D'ailleurs, on le voit très bien dans la timeline présente, quand Stubbs, qui est l'agent de sécurité, à chaque fois quand Dolores à un moment part du ranch Abernathy et commence à faire son dernier voyage dans le labyrinthe, il y a un opérateur qui lui précise elle sort de son comportement habituel et de son scénario, il dit laissez faire. Quand l'homme en noir commence à faire un peu n'importe quoi, encore une fois on lui dit attention, cet invité commence à faire des choses bizarres et il lui dit cet homme-là peut faire ce qu'il veut, ce qui est normal étant donné que c'est l'actionnaire majoritaire du parc. Après, à côté de ça, d'autres estiment que, étant donné qu'ils ont trouvé la frontière du parc et qu'ils l'envoient vers la frontière, peut-être qu'il serait hors de portée de la géolocalisation. Ou peut-être même qu'il y a 30 ans, les systèmes de géolocalisation n'étaient pas aussi performants. Sauf que, pour contrebalancer ça, il faut bien se rappeler que Bernard, quand il va dans l'ancienne base avec Elsie, sa collègue qui finit par tuer, ou pas d'ailleurs, on pourrait y revenir, il y a une théorie comme quoi Elsie n'est pas morte, il explique qu'il y avait d'autres systèmes de géolocalisation. Donc ça serait quand même bizarre qu'il n'y ait aucune géolocalisation à cette époque-là, au moment où William et Logan se baladent. Du coup, est-ce que Logan est vraiment mort? Parce qu'au final, ce que précise William, c'est tout simplement que lui sera plus à même de reprendre la société et qu'il a l'air beaucoup plus assuré, moins fou et plus carré. Alors,
on a beaucoup de questions sur les autres mondes de Westworld. On a un aperçu dans le dernier épisode où on voit apparaître des samouraïs qui se battent, on voit apparaître un logo SW. Il y a donc Geoffrey qui nous demande si on sait ce que signifie le kanji sur ce logo de Samurai World. Alors ça, j'ai pour l'instant rien vu là-dessus. J'ai juste vu que le logo avait été réutilisé en mettant un S et un W, que ça serait plus un S et un W pour Samurai World. Par contre, est-ce que il y a une autre signification en japonais? Ça, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui a remonté. Je n'ai rien vu remonter en tout cas sur les réseaux sociaux ou sur Reddit. Donc là-dessus, on ne sait pas trop. Et Geoffrey d'ailleurs ajoute, il dit « Je dis kanji parce que c'est probablement le Japon féodal, mais c'est peut-être un double sens avec les lettres SW, peut-être pour South World, et il y aurait alors 4 mondes. » Il pose la question, est-ce qu'il y aurait alors 4 mondes dans ce cas-là? Alors ouais, ça c'est intéressant parce que c'est une des questions que se posaient les internautes. Westworld, donc pour le monde de l'Ouest, hein, bien sûr, le Far West, donc, qui est historiquement, voilà, c'est toute la partie ouest des États-Unis, la conquête de l'Ouest, etc. On pouvait s'attendre à ce qu'un monde qui se passe dans le Japon médiéval soit appelé Eastworld, pour l'Est en fait. Sauf que là, c'est un S. Alors, est-ce que ça serait South? Mais dans ce cas-là, pourquoi le Sud alors qu'en fait, on est dans le Japon? Ou alors, ça serait un S. D'autres ont la théorie samouraï ou shogun peut-être tout simplement qui expliciterait plus dans quel univers on se place. Parce que Westworld, mine de rien, en dehors du côté géographique, ça a aussi une signification en termes de période historique. Donc ça serait plutôt... Enfin en tout cas la théorie principale c'est plutôt celle-ci. Alors il y a Guillaume Roulant qui rebondit sur ce que tu disais, Grégory. Il t'interpelle. Grégory, ce dont tu es en train de parler a été pour moi le seul point négatif de la série. Tout est géolocalisé, le moindre comportement anormal repéré, mais à l'inverse, tous les comportements anormaux que la timeline présente, Maëv par exemple, la sécurité ne remarque rien. Une explication pour ça effectivement c'est le gros problème sur Maëv, sauf que ce qu'il faut prendre en compte et ce qui est souvent mis en opposition là-dessus, c'est que Ford on a l'impression en tout cas que Ford est quasiment omnipotent dans son univers, en tout cas au niveau des hôtes. Du coup, on voit par exemple qu'il a réussi à créer des hôtes sans géolocalisation, qui étaient géolocalisés par l'ancien moyen. Est-ce que justement, si Ford, ce qui conforterait l'idée que c'est Ford qui a programmé Maëv pour qu'elle veuille s'échapper, pour créer une diversion, pour avoir la possibilité d'aller chercher les hôtes qui étaient congelés dans les derniers étages et les ramener pour qu'ils participent au massacre du conseil d'administration, auquel cas, c'est comme ça qu'on peut expliquer ça, c'est qu'en fait, Ford, vu que c'est Ford qui tire les ficelles depuis le début de tout ça, il a fait en sorte que les personnes ou les autres qui ne doivent pas être géolocalisées ne le soient pas en fait, tout simplement. Et à l'inverse, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est connexe au final, mais ça semble un peu anodin, mais quand il y a toute l'histoire où Teresa en fait envoyait des données via satellite, d'ailleurs cette affaire elle n'est pas vraiment réglée parce que Peter Abernathy qui a les données en lui, on ne sait pas exactement ce qu'il devient et ce qui fait partie des autres. J'ai pas trop fait attention si dans tous les autres qui viennent attaquer à la fin il est là ou pas. En tout cas à ce moment-là, ils sont géolocalisés, tout le monde est géolocalisé. Alors que là c'est quelque chose d'illégal qui se passe, mais il y a la possibilité de le voir très facilement. Donc est-ce que la solution la plus plausible c'est de l'expliquer par le fait que Ford a modifié tout ce qu'il avait besoin de modifier pour que les hôtes en question soient intraçables, ou en tout cas qu'on ne se pose pas la question. Ça c'est pour Maëv. Pour le reste, le fait que Dolores reparte sur son chemin, le fait que Teddy fasse des choses bizarres, tout ça prend forme dans le nouveau scénario de Ford. À la base, il faut bien comprendre que Ford dit « je vais faire un scénario totalement incroyable qui va modifier tout ». Et d'ailleurs, on entend plusieurs fois les scénaristes, mais aussi les techniciens et la sécurité se plaindre parce que justement, le scénario de Ford modifie l'équilibre du parc. Du coup, il a créé le chaos avec ce scénario. Alors, il y a une question, tu parlais à l'instant du personnage de Teresa. Il y a Camille qui demande justement pourquoi l'ancienne maîtresse de Bernard faisait sortir les données du parc. Alors ça justement c'est une des choses qu'on ne sait pas vraiment, c'est quel était le but. Enfin, on a l'impression de comprendre entre ce que disait Teresa et les autres personnes du board, du conseil d'administration, qu'ils avaient en fait le besoin de ces gens-là qui ont investi massivement dans le parc, c'est de s'accaparer la technologie permettant de créer des êtres, des robots en fait, des hôtes,
et de l'utiliser ailleurs. De ce qu'on comprend plusieurs fois, en gros, Ford aurait tous les brevets et actuellement, de ce qui semble être le cas, en tout cas c'est une des théories privilégiées, il n'y a pas d'autre ailleurs que dans Westworld. Tout est centralisé dans Westworld et en fait il y a une sorte de propriété intellectuelle qui fait que c'est impossible de sortir les informations. D'ailleurs il précise rien ne peut sortir de Westworld si facilement. Et justement ce que cherchait à faire Teresa avec le conseil d'administration, c'est peut-être tout simplement d'arriver à récupérer cette propriété intellectuelle, donc le code source, et l'extraire pour pouvoir l'utiliser en fait ailleurs que dans le parc. C'est ce qu'a essayé de faire également Lee Sizemore en programmant, Lee Sizemore c'est le mec qui fait les scénarios, vous vous rappelez, en programmant Peter Abernathy qui est le père de Dolores, le premier qui devient fou quand il voit la fameuse photo, en lui injectant toutes les informations requises, en gros le code entier du parc et de la programmation des autres, et le but était de le faire ensuite sortir. Alors il parlait de le faire sortir en train, mais on ne voit pas trop comment. On sait que dans le train qui va à Westworld, il y a parfois des hôtes, mais est-ce que ce train-là sort vraiment du complexe? On ne sait pas exactement. Ça, c'est une des zones d'ombre, et encore une fois, ce que je disais, dites-moi si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que Peter Abernathy soit dans la horde d'hôtes qui viennent faire le massacre, le dernier massacre à Escalante. Alors, tu parlais à l'instant du personnage du scénariste, Lee Sizemore, et il y a Antoine qui demande si on pourrait lui expliquer ce que Lee Sizemore fait à la fin de l'épisode. J'ai cru comprendre qu'il allait chercher Maeve à la sortie du train, justement, mais Smiley, je suis pas trop sûre. Alors, de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, hein, mais de mémoire, justement, il descend au sous-sol. Son but, c'est d'aller chercher Peter Abernathy. Il va dans la fameuse salle, vous savez, cette chambre froide où il y a des centaines d'hôtes déconnectés, et sauf qu'il arrive et qu'il n'y a juste personne. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, même pas Peter Abernathy, parce que tous ces hôtes ont été programmés par Ford, réactivés, pour justement aller perpétrer le dernier massacre d'Escalante qui est censé permettre aux hôtes d'avoir leur autodétermination. Donc on ne sait pas exactement ce qui est arrivé encore une fois à Peter Abernathy, et on ne sait pas ce qui va arriver à Lee Sizemore, parce que lui il n'est pas au niveau du massacre. Un peu énigmatique. Réponse dans 1 an et demi malheureusement, parce que c'est pas avant 2018 qu'on verra le bout de la saison 2. Alors, on a eu beaucoup de questions, ça fait un petit moment qu'on est en direct. Il y a une dernière question et ça peut être la conclusion si tu penses avoir tout dit sur les théories. Puis ensuite, évidemment, on vous invite avec Grégory à aller lire les articles qu'on publie sur le site du Huffington Post. On a publié plusieurs, il y en aura certainement encore en attendant la saison 2 en 2018. On aura le temps d'en faire d'autres. Il y a une question qui demande si toi, du coup, t'es un humain ou un robot? D'après la théorie de Félix, je suis un humain. Ok. Bon, bah, c'est peut-être le moment de conclure. Parfait. Bah, merci à tous. N'hésitez pas effectivement à retourner voir nos articles sur notre page Westworld. Il y a d'ailleurs un article qui va être publié dans les heures à venir sur, non pas sur les théories de la saison 1, mais sur ce qu'on sait déjà de la saison 2. Comme je vous disais, il y a eu plusieurs indices à la fois dans le dernier épisode, mais aussi et surtout sur le site web et les réseaux sociaux qui ont été créés à côté par HBO. C'est assez intéressant, il y a pas mal de petits indices et juste une petite chose, c'est Jonathan Nolan a précisé que si la saison 1 était sous le signe du contrôle, avec l'idée que Ford contrôlait tout, la saison 2 sera sous le signe du chaos. Rendez-vous en 2018. Merci beaucoup, au revoir.